Entretien sur la pluralité des mondes, Bernard Le Bouillet de Fontenelle, 1686. Troisième soir. Particularité du monde de la Lune que les autres planètes sont habitées aussi. Partie 1. Lecture avec explication. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Avant de commencer, je vous rappelle encore une fois que ces vidéos sont là que pour vous aider à comprendre et qu'elles ne remplacent pas un cours. On perd pas de temps et on commence tout de suite. La marquise voulut m'engager pendant le jour à poursuivre nos entretiens, mais je lui représentais que nous ne devions confier de telles rêveries qu'à la lune et aux étoiles, puisqu'aussi bien elles en étaient l'objet. Nous ne manquâmes pas d'aller le soir dans le parc, qui devenait un lieu consacré à nos conversations savantes. « J'ai bien des nouvelles à vous apprendre, lui dis-je. La lune que je vous disais hier, qui selon toutes les apparences était habitée, pourrait bien ne l'être point. J'ai pensé à une chose qui met ses habitants en péril. Je ne souffrirai point cela, répondit-elle. Hier, vous m'aviez préparé à voir ces gens-là venir ici au premier jour, et aujourd'hui, ils ne seraient seulement pas au monde. Vous ne vous jouerez point ainsi de moi. Vous m'avez fait croire les habitants de la Lune, j'ai surmonté la peine que j'y avais, je les croirai. Vous allez bien vite, repris-je. Il faut ne donner que la moitié de son esprit aux choses de cette espèce que l'on croit et en réserver une autre moitié libre où le contraire puisse être admis s'il en est besoin. Je ne me paie point de sentence, répliqua-t-elle. Allons au fait. Ne faut-il pas raisonner de la Lune comme de Saint-Denis ? Non, répondis-je. La Lune ne ressemble pas autant à la Terre que Saint-Denis ressemble à Paris. Le Soleil élève de la terre et des eaux des exhalaisons et des vapeurs qui, montant en l'air jusqu'à quelque hauteur, s'y assemblent et forment les nuages. Ces nuages suspendus voltigent irrégulièrement autour de notre globe et ombragent tantôt un pays, tantôt un autre. Qui verrait la Terre de loin remarquerait souvent quelques changements sur sa surface, parce qu'un grand pays couvert par des nuages serait un endroit obscur et deviendrait plus lumineux dès qu'il serait découvert. On verrait des taches qui changeraient de place, ou s'assembleraient diversement, ou disparaîtraient tout à fait. On verrait donc aussi ces mêmes changements sur la surface de la Lune si elle avait des nuages autour d'elle. Mais tout au contraire, toutes ces taches sont fixes, ces endroits lumineux le sont toujours, et voilà le malheur. À ce compte-là, le Soleil n'élève point de vapeur ni d'exhalation de dessus la Lune. C'est donc un corps infiniment plus dur et plus solide que notre Terre, dont les parties les plus subtiles se dégagent aisément d'avec les autres et montent en haut dès qu'elles sont mises en mouvement par la chaleur. Il faut que ce soit quelque amas de rochers et de marbre où il ne fait point d'évaporation. D'ailleurs, elles se font si naturellement et si nécessairement où il y a des eaux, qu'il ne doit point y avoir d'eau où il ne s'en fait point. Qui sont donc les habitants de ces rochers qui ne peuvent rien produire et de ce pays qui n'a point d'eau ? Et quoi ? S'écria-t-elle. Il ne vous souvient plus que vous m'avez assuré qu'il y avait dans la Lune des mers que l'on distinguait d'ici ? Ce n'est qu'une conjecture, répondis-je. J'en suis bien fâché. Ces endroits obscurs qu'on prend pour des mers ne sont peut-être que de grandes cavités. De la distance où nous sommes, il est permis de ne pas deviner tout à fait juste. Mais, dit-elle, cela suffira-t-il pour nous faire abandonner les habitants de la Lune ? Non, pas tout à fait, madame, répondis-je. Nous ne nous déterminerons ni pour eux, ni contre eux. Je vous avoue ma faiblesse, répliqua-t-elle. Je ne suis point capable d'une si parfaite indétermination. J'ai besoin de croire. Fixez-moi promptement à une opinion sur les habitants de la Lune. Conservons-les ou anéantissons-les pour jamais et qu'ils n'en soient plus parlés. Mais conservons-les plutôt s'il se peut. J'ai pris pour eux une inclination que j'aurais de la peine à perdre. Je ne laisserai donc pas la Lune déserte, repris-je. Repeuplons-la pour vous faire plaisir. À la vérité, puisque l'apparence des taches de la Lune ne change point, on ne peut pas croire qu'elle ait des nuages autour d'elle qui ombragent tantôt une partie, tantôt une autre. Mais ce n'est pas à dire qu'elle ne pousse point hors d'elle des vapeurs ni d'exhalaisons. Nos nuages que nous voyons portés en l'air ne sont que des exhalaisons et des vapeurs qui, au sortir de la Terre, étaient séparées en trop petites parties pour pouvoir être vues et qui ont rencontré un peu plus haut un froid qui les a resserrés et rendus visibles par la réunion de leurs parties, après quoi ce sont de gros nuages qui flottent en l'air où ils sont des corps étrangers jusqu'à ce qu'ils retombent en pluie. Mais ces mêmes vapeurs et ces mêmes exhalaisons se tiennent quelquefois assez dispersées pour être imperceptibles et ne se ramassent qu'en formant des rosées très subtiles qu'on ne voit tomber d'aucune nuée. Je suppose donc qu'ils sortent des vapeurs de la Lune, car enfin, il faut qu'ils en sortent. Il n'est pas croyable que la Lune soit une masse dont toutes les parties soient d'une égale solidité, toutes également en repos les unes auprès des autres, toutes incapables de recevoir aucun changement par l'action du Soleil sur elles. Nous ne connaissons aucun corps de cette nature. Les marbres même n'en sont pas. Mais les vapeurs de la Lune ne se rassembleront point autour d'elle en nuages, et ne retomberont point sur elle en pluie. Elles ne formeront que des rosées.
Il suffit pour cela que l'air dont apparemment la Lune est environnée en soit particulier, comme notre Terre l'est du sien, soit un peu différent de notre air, et les vapeurs de la Lune un peu différentes des vapeurs de la Terre, ce qui est quelque chose de plus que vraisemblable. Sur ce pied-là, il faudra que la matière étant disposée dans la Lune autrement que sur la Terre, les effets soient différents, mais il n'importe. Du moment que nous avons trouvé un mouvement intérieur dans les parties de la Lune, ou produit par des causes étrangères, voilà ses habitants qui renaissent, et nous avons le fond nécessaire pour leur subsistance. Cela nous fournira des fruits, des blés, des eaux, et tout ce que nous voudrons. J'entends des fruits, des blés, des eaux à la manière de la Lune, que je fais profession de ne pas connaître, le tout proportionné aux besoins de ses habitants, que je ne connais pas non plus. Dans ce petit paragraphe, vous pouvez voir que la marquise souhaite continuer la conversation en journée et que le philosophe refuse. Il explique qu'en fait, vu que les étoiles sont aussi concernées, il vaut mieux qu'elles soient là aussi. En fait, en faisant ça, il reste dans un contexte de rêverie. Et ce paragraphe, en fait, il est là pour une chose, c'est pour maintenir l'idée que c'est une fiction et pour continuer justement de prétexter avoir écrit une fiction tout en pouvant donner des informations scientifiques sans s'attirer de problèmes avec l'Église. Ici, le philosophe annonce à la marquise que quelque chose compromet l'existence potentielle des habitants de la Lune. Et là, vous voyez que la marquise réagit. Elle est un peu contrariée après tout ce qu'il a fait pour la convaincre du fait que peut-être qu'ils existeraient. Et maintenant qu'elle y croit, il lui dit qu'en fait, peut-être qu'ils n'existent pas. Là, le philosophe explique qu'en fait, il faut y croire tout en acceptant la possibilité que ça ne soit pas vrai. Il explique que la marquise y croit un petit peu trop finalement. Et là, la marquise lui répond qu'en fait, elle ne se satisfera pas de belles paroles et elle veut savoir clairement ce qui menace l'existence des habitants de la Lune. D'ailleurs, au passage, elle lui rappelle son raisonnement entre Paris et Saint-Denis qu'il faut appliquer aussi entre la Terre et la Lune. Je vous le refais pas, mais en gros, si Paris ressemble à Saint-Denis et si la Terre ressemble à la Lune, Paris et Saint-Denis étant toutes les deux habitées, il est possible que la Lune soit aussi habitée. Et là, le philosophe lui dit qu'en fait, non, la Terre et la Lune, elles ne sont pas tout à fait pareilles, en fait. Et il commence à expliquer que la chaleur fait monter les vapeurs de l'eau et que ça forme les nuages. Les nuages, ils volent, ils bougent, ils font des ombres. Et si on observe la Terre depuis ailleurs, on peut les voir. C'est un phénomène qu'on peut observer. Mais on ne peut pas l'observer sur la Lune. Donc peut-être qu'il n'y est pas. Si sur la Lune, il y avait aussi un système d'évaporation, on verrait des nuages qui feraient des ombres, etc. Mais comme on ne voit pas ça, on peut présumer que ça n'existe pas sur la Lune. Là, il explique que la Lune est certainement faite dans une autre matière, plus dure et plus solide que la Terre, ce qui expliquerait pourquoi il n'y a pas d'évaporation, ou en tout cas pourquoi on ne peut pas l'observer. Et il explique qu'en fait, dès qu'il y a de l'eau, il y a de l'évaporation. Ça se fait naturellement et facilement. Par conséquent, s'il n'y a pas d'évaporation, il n'y a peut-être pas d'eau. Et là, la marquise réagit et elle lui rappelle ce qu'il avait dit précédemment, que sur la Lune, il y avait des mers, des lacs, etc. Et puis là, tout à coup, il lui dit qu'il n'y a pas d'eau. Et là, il répond qu'en fait, c'est une affirmation, une explication proposée, mais qu'en fait, ces endroits qu'on prend pour des mers ne sont peut-être que des trous, des cratères, tout simplement. Et il explique que vu qu'on est loin, on peut se tromper. Et là, la marquise, dans sa réponse, elle demande finalement, est-ce que, du coup, on renonce aux habitants de la Lune? Est-ce que ça suffit pour qu'il n'y ait pas d'habitants? Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Et là, le philosophe lui répond que, dans l'absolu, non, il pourrait peut-être y avoir de la vie sur la Lune, mais qu'on n'en est pas sûr. Et il propose de rester sur un peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Sauf que la marquise, elle répond que non. Elle veut y croire, elle n'aime pas les peut-être, elle veut un oui ou un non. Qu'on les anéantisse ou qu'ils vivent. Elle précise qu'elle préférerait qu'ils vivent, qu'elle s'y est un peu attachée. Là, le philosophe lui dit bon, d'accord, et il va amener une autre possibilité, une autre explication qui permettrait d'accepter que peut-être qu'il y ait de la vie sur la Lune. Donc là, il revient en arrière, il explique que, ok, il n'y a pas de nuages sur la Lune, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait quand même un système d'évaporation d'eau. Et là, il explique en fait que les nuages, c'est de la vapeur qui s'échappe des mers, des océans, mais que au moment où les vapeurs s'échappent, on ne les voit pas. Si vous regardez la mer, vous ne voyez pas des nuages s'envoler. Ok, ça s'échappe en petite quantité, ça monte dans l'air, ça se rassemble, ça se refroidit, du coup, il se concentre et on voit des nuages. Là, il explique les nuages qui finissent par retomber sous forme de pluie, etc.
Et là, il explique en fait que parfois les vapeurs peuvent rester dispersées et invisibles, qu'à ce moment-là, on ne les voit pas et qu'elles forment de la rosée, on ne les voit pas tomber. Et donc, il suppose que c'est ce qui se passe sur la Lune, qu'il n'y a pas de nuages, mais que les évaporations se répandent sous forme de rosée et non pas sous forme de pluie. Parce que selon l'auteur, il faut qu'il y ait un système d'évaporation et de redistribution d'eau pour permettre la vie. C'est assez logique, hein. Si vous supprimez l'eau de la Terre, il n'y a plus de vie non plus. Et là, il explique que tout réagit en fait à l'action du soleil ou de la chaleur, et que donc c'est pas possible que la Lune ne réagisse pas. Et donc il répète l'idée que les évaporations de la Lune finalement font de la rosée, et non pas des nuages. Et il explique que pour que ça fonctionne, il suffirait que l'air de la Lune soit un petit peu particulier, de sorte à permettre le phénomène, et différent de celui de la Terre. À l'époque, on croyait qu'il y avait de l'air sur la Lune, hein. De l'air sur la Lune ou quelque chose qui y ressemblait. D'ailleurs, il le dit, la Terre elle a aussi son air particulier. Donc en gros, il suffit de quelques différences pour que ce soit possible et qu'il puisse y avoir des habitants sur la Lune qui pourront survivre. Et grâce à ça, ils pourront cultiver des fruits, des légumes lunaires nécessaires à leur survie. Il précise que ça pourrait être des fruits et des légumes très différents de ce qu'on trouve sur Terre et qu'il ne connaît pas ce qu'ils pourraient cultiver. C'est-à-dire, me dit la marquise, que vous savez seulement que tout est bien sans savoir comment il est. C'est beaucoup d'ignorance sur bien peu de science. Mais il faut s'en consoler. Je suis encore trop heureuse que vous ayez rendu à la Lune ses habitants. Je suis même fort contente que vous lui donniez un air qui l'enveloppe en son particulier. Il me semblerait désormais que sans cela, une planète serait trop nue. Ces deux airs différents, repris-je, contribuent à empêcher la communication des deux planètes. S'ils ne tenaient qu'à voler, que savons-nous, comme je vous disais hier, si on ne volera pas fort bien quelques jours? J'avoue pourtant qu'il n'y a pas beaucoup d'apparence. Le grand éloignement de la Lune et la Terre serait encore une difficulté à surmonter qui est assurément considérable. Mais quand même elles ne s'y rencontreraient pas, il ne serait pas possible de passer de l'air de l'une dans l'air de l'autre. L'eau est l'air des poissons, ils ne passent jamais dans l'air des oiseaux, ni les oiseaux dans l'air des poissons. Ce n'est pas la distance qui les en empêche, c'est que chacun a pour prison l'air qu'il respire. Nous trouvons que le nôtre est mêlé de vapeurs plus épaisses et plus grossières que celui de la Lune. À ce compte, un habitant de la Lune qui serait arrivé aux confins de notre monde se noierait dès qu'il entrerait dans notre air, et nous le verrions tomber mort sur la Terre. « Oh, que j'aurais d'envie, s'écria la marquise, qu'il arriva quelque grand naufrage qui répandit ici bon nombre de ces gens-là dont nous irions considérer à notre aise les figures extraordinaires. » Mais répliquai-je, s'ils étaient assez habiles pour naviguer sur la surface extérieure de notre air, et que de là, par la curiosité de nous voir, ils nous pêchassent comme des poissons, cela vous plairait-il? Pourquoi non, répondit-elle en riant. Pour moi, je me mettrais de mon propre mouvement dans leur filet seulement pour avoir le plaisir de voir ceux qui m'auraient pêché. Donc là, la marquise lui fait remarquer qu'en fait, il sait que tout fonctionne, mais sans savoir comment, quoi. Et son intervention permet de rappeler qu'en fait, ce ne sont que des suppositions, et qu'elle est contente que la Lune ait de nouveau des habitants. Enfin, peut-être de nouveau des habitants. Là, on revient sur l'idée des deux airs différents, hein, un air particulier pour la Terre et un autre pour la Lune, comme on a vu juste avant. Et le philosophe explique que ça risque de poser problème pour les échanges. Au passage, il revient un petit peu sur l'idée de pouvoir voler, et donc il explique que le problème, c'est pas tant que ça la distance et de pouvoir voler, mais plus de pouvoir passer de l'air de l'un à l'autre. Et là, il va expliquer la différence entre l'air de la Terre et de la Lune. Pour ça, il va prendre l'exemple des poissons, qui respirent très bien dans l'eau, et il explique qu'en fait, si les poissons ne viennent pas se balader sur Terre, c'est pas un problème de distance, c'est qu'ils ne peuvent pas respirer l'air, tout simplement. C'est très logique. Et que donc, la Lune et la Terre risquent d'avoir le même problème. Et donc là, il revient sur ce qu'il disait tout à l'heure avec les nuages. Apparemment, s'il n'y a pas de nuages sur la Lune, mais qu'il y a quand même un système d'évaporation, c'est qu'ils ont un air différent. Donc, ça pourrait poser problème. Et il explique que les habitants de la Lune mourraient en respirant notre air, comme les poissons mourraient en respirant notre air. D'ailleurs, ils meurent en respirant notre air, c'est pas qu'ils mourraient, c'est qu'ils le font. Parce qu'ils peuvent pas le respirer. Et là, on retourne un petit peu sur la petite conversation, on arrête un peu le côté scientifique avec la marquise qui dit qu'elle aimerait beaucoup que les habitants de la Lune débarquent pour pouvoir les voir. Et là, le philosophe lui répond « Ouais, d'accord, mais s'ils avaient la technologie pour venir et qu'ils restaient en dehors de notre air et qu'ils nous pêchaient comme des poissons. » Sympa. Ce serait peut-être pas forcément gentil non plus, hein, c'est vrai.
Elle continue sur un petit ton humoristique en disant qu'elle irait volontairement se jeter dans les filets pour voir qui l'a capturé et enfin voir les habitants de la Lune. Et puis là, ça permet d'embrayer un petit peu sur le sujet de l'ère de la Terre. Donc on va revenir sur des informations scientifiques. Songez, répliquai-je, que vous n'arriveriez que bien malade en haut de notre ère. Il n'est pas respirable pour nous dans toute son étendue. Il s'en faut bien. On dit qu'il ne l'est déjà presque plus en haut de certaines montagnes. Et je m'étonne bien que ceux qui ont la folie de croire que des génies corporels habitent l'air le plus pur ne disent aussi que ce qui fait que ces génies ne nous rendent que des visites très rares et très courtes, c'est qu'il y en a peu d'entre eux qui sachent plonger et que ceux-là même ne peuvent faire jusqu'au fond de cet air épais où nous sommes que des plongeons de très peu de durée. Voilà donc bien des barrières naturelles qui nous défendent de la sortie de notre monde et l'entrée de celui de la Lune. Tâchons du moins pour notre consolation de deviner ce que nous pourrons de ce monde-là. Je crois par exemple qu'il faut qu'on y voie le ciel, le soleil et les autres d'une autre couleur que nous les voyons. Tous ces objets ne nous paraissent qu'au travers d'une espèce de lunette naturelle qui nous les change. Cette lunette, c'est notre air, mêlé comme il est de vapeur et d'exhalaison, et qui ne s'étend pas bien haut. Quelques modernes prétendent que de lui-même, il est bleu aussi bien que l'eau de la mer, et que cette couleur ne paraît dans l'un et dans l'autre qu'à une grande profondeur. Le ciel, disent-ils, où sont attachées les étoiles fixes, n'a de lui-même aucune lumière, et par conséquent, il devrait paraître noir. Mais on le voit au travers de l'air qui est bleu, et il paraît bleu. Si cela est, les rayons du soleil et des étoiles ne peuvent passer au travers de l'air sans se teindre un peu de sa couleur et prendre autant de celle qui leur est naturelle. Mais quand même, l'air ne serait pas coloré de lui-même. Il est certain qu'au travers d'un gros brouillard, la lumière d'un flambeau qu'on voit un peu de loin paraît toute rougeâtre, quoique ce ne soit pas sa vraie couleur. Et notre air n'est non plus qu'un gros brouillard qui nous doit altérer la vraie couleur, et du ciel, et du soleil, et des étoiles. Il n'appartiendrait qu'à la matière céleste de nous apporter la lumière et les couleurs dans toute leur pureté et telles qu'elles sont. Ainsi, puisque l'air de la Lune est d'une autre nature que notre air, ou il est un en lui-même d'une autre couleur, ou du moins c'est un autre brouillard qui cause une autre altération aux couleurs des corps célestes. Enfin, à l'égard des gens de la Lune, cette lunette au travers de laquelle on voit tout est changée. Le philosophe explique qu'en fait, quand on monte trop haut dans le ciel, quand on va trop haut en altitude, l'air devient plus difficile à respirer pour nous. Et là, il se sert d'une croyance en des génies corporels, donc de nouveau des êtres surnaturels, donc pour expliquer la différence au niveau de l'air entre le niveau de la mer et puis l'altitude, pour expliquer que plus on monte, plus l'air change. Au passage, il démonte cette croyance. Donc, ces êtres sont censés vivre en altitude au contact de l'air pur et de temps en temps nous rendre visite. Le problème, c'est là qu'il démonte le truc. Il explique que les gens qui y croient ne pensent même pas au fait que s'ils vivent vraiment en altitude au contact de l'air pur, alors ils ne doivent pas être adaptés à notre air et donc ils ne peuvent pas venir nous rendre visite. Et là, le philosophe suggère de continuer d'imaginer la Lune et il explique qu'il croit que tout devrait être d'une couleur différente sur la Lune. Donc il va nous expliquer l'air. Quand il parle de lunettes, il parle de l'air, qui agit un peu comme une lunette parce que on voit tout à travers l'air, comme on verrait à travers une lunette. Et il explique que certaines personnes disent que l'air est bleu, mais qu'en fait, il faut une très grande quantité et une grosse profondeur pour qu'on puisse le voir. Par exemple, quand on regarde le ciel, et il fait une comparaison avec l'eau. La mer est bleue, mais quand on met de l'eau dans un verre, c'est transparent. Il faut aussi un gros volume, une grosse profondeur. Et il explique que le ciel devrait être noir parce qu'il n'y a pas de lumière, et qu'en fait, c'est l'air qui le rend bleu. Et si c'est vrai, alors l'air influence la couleur de tout ce qu'on voit. Et là, il utilise un exemple avec la flamme d'un flambeau allumé dans le brouillard et la teinte rouge qu'elle prend pour montrer que d'autres choses peuvent influencer les couleurs. Le brouillard, par exemple. Donc même si l'air n'est pas bleu, il y a toujours des choses qui peuvent influencer les couleurs. Et donc, vu que l'air de la Lune est différent, soit il n'est pas bleu, donc d'une autre couleur, soit il n'est pas coloré. Dans tous les cas, les couleurs sur la Lune sont certainement différentes. Cela me fait préférer notre séjour à celui de la Lune, dit la marquise. Je ne saurais croire que l'assortiment des couleurs célestes y soit aussi beau qu'il est ici. Mettons, si vous voulez, un ciel rouge et des étoiles vertes. L'effet n'est pas si agréable que des étoiles couleur d'or sur du bleu.
On dirait à vous entendre, repris-je, que vous assortissez un habit ou un meuble. Mais croyez-moi, la nature a bien de l'esprit. Laissez-lui le soin d'inventer un assortiment de couleurs pour la lune, et je vous garantis qu'il sera bien entendu. Elle n'aura pas manqué de varier le spectacle de l'univers à chaque point de vue différent et de le varier d'une manière toujours agréable. Je reconnais son adresse, interrompit la marquise. Elle s'est épargnée la peine de changer les objets pour chaque point de vue, elle n'a gardé que les lunettes, et elle a l'honneur de cette grande diversité sans en avoir fait la dépense. Avec un air bleu, elle nous donne un ciel bleu, et peut-être avec un air rouge, elle donne un ciel rouge aux habitants de la Lune, c'est pourtant toujours le même ciel. Il me paraît qu'elle nous a mis dans l'imagination certaines lunettes au travers desquelles on voit tout et qui changent fort les objets à l'égard de chaque homme. Alexandre voyait la Terre comme une belle place bien propre à y établir un grand empire. Céladon ne la voyait que comme le séjour d'Astrée. Un philosophe la voit comme une grosse planète qui va par les cieux toute couverte de fous. Je ne crois pas que le spectacle change plus de la Terre à la Lune qu'il fait ici d'imagination à imagination. Donc là, on a une petite intervention superficielle, hein, on retrouve un ton léger, on n'est plus sur des informations scientifiques. La marquise intervient et parle d'assortir les couleurs, et le philosophe qui lui fait remarquer l'aspect superficiel de sa remarque. Il explique qu'en fait la nature fait très bien les choses d'elle-même, et il lui fait remarquer le formidable travail qu'a fait la nature au niveau des couleurs sans aucun effort, rien qu'en changeant les lunettes, donc en changeant l'air. Et là, vous pouvez voir qu'il fait le parallèle entre les lunettes et puis la perception des gens et cette façon qu'on a un petit peu tous, qui est personnelle, de voir les choses à notre manière.